Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress. Nous sommes le 3 octobre 2025 et nous démarrons un nouveau mois. Alors, très bonne nouvelle. Michael va pouvoir venir en France pour les problèmes de formalité, etc. Donc, on en profite pour vous proposer une formation option niveau 1 du 8 novembre donc au 11 novembre donc 2025 et pendant 4 jours avec 2 jours ouvrés concernant les marchés financiers américains et pour traiter des options et donc au même endroit que nous avons maintenant pris l'habitude d'aller, donc juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc pour ce faire, Michael mettra donc en bas donc un lien donc pour regarder ce que nous proposons, pour vous inscrire et également avoir un entretien, puisqu'à chaque fois nous faisons un entretien. Pour ce faire, on propose cette semaine, donc le jeudi 9 octobre, oui c'est un jeudi, 9 octobre à 21h heure de Paris, un webinar et donc juste en dessous, vous aurez le lien. Alors, où est-ce que nous en sommes le 3 octobre 2025? Les marchés poussent. Voilà. Donc, voyez, on vient de clôturer donc le SP500 à 724 points. Bon, voilà. Donc, on s'approche de plus en plus. On l'avait vu en logarithmique mensuel. On s'approche de plus en plus sur le haut du canal haussier long terme. Bon, après, on verra bien. Alors, juste quelques informations. Vous savez qu'on n'est pas avare en informations à la Bourse en stress. Donc là, c'est juste une petite étude. Ça concerne, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, le transport se fait essentiellement en camion. Alors, il y a les avions, bien sûr, mais il y a du camion, ce qui permet de distribuer des colis, de la prestation de service. Bon. C'est le marché des gros camions. Je crois que c'est le critère 8 aux États-Unis. Vous savez, c'est typiquement ce qu'on appelle les heavy trucks. C'est les grosses cabines américaines. Et en tous les cas, on voit ici que les ventes, ce sont les ventes, ne font que baisser donc depuis 2024. Alors, est-ce qu'on se satisfait d'un parc d'occasion? Est-ce qu'on garde plus longtemps son camion? En tous les cas, voilà, c'est révélateur. Si on regarde un petit peu, vous voyez, 2020, on voit bien ce qui s'était passé. On voit également les crises de 2007, 2008 jusqu'à 2009. Bon, petit indicateur. Bon, même si on vous dit comme quoi la mariée, elle est super belle et tout, et que maintenant, il n'y a plus qu'à continuer la belle histoire d'amour. En tous les cas, il faut rester quand même un petit peu prudent. Alors, également l'immobilier, donc ça réparti sur région donc nord-est, le Midwest, le sud. Alors c'est toujours le marché américain, attention, ok, on ne traite que le marché américain et l'ouest des États-Unis. Et donc là-dedans, vous avez des villes très connues, et là c'est la répartition entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, et on voit comme quoi il y a parfois donc un équilibre sur le nord-est, sur le Midwest, mais par contre sur le sud et sur le ouest, on a quand même une petite, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Alors, est-ce que ça justifie la stagnation des prix, la baisse des prix, etc. Mais le marché de l'immobilier aux États-Unis est relativement important parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça s'appuie sur le marché de l'emploi, sur l'obtention des crédits avec un taux bas, etc. Et puis, c'est les augmentations de salaire. Bon. Mais il y a également un autre truc qui se produit actuellement, et j'en parle aussi, et maintenant, et vous allez voir comme quoi c'est pas inintéressant. Parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe aux États-Unis actuellement. Il y a ce qu'on appelle des villes de seconde zone, comme Conroe, Texas, Tucson, Arizona, et je vais en parler parce que c'est la ville où vit, en tous les cas, c'est dans l'Arizona que vit effectivement Michael et entre autres Phoenix. Tucson étant bien entendu une ville plus petite. Marietta en Georgie et puis Concorde donc en Caroline du Nord. Et on s'aperçoit que ce marché des maisons de plein pied,
qui sont semblables aux maisons hein, en France. Hein, vous avez une allée privative, un carré de gazon et puis 3 chambres. Et les prix ont bondi de plus de 20% en 2023. Ah, alors vous allez dire comme quoi, ça y est, les gens, ils ont gagné beaucoup plus, ils ont eu des crédits plus faciles, etc. Ou parce qu'une maison qui valait 300 000 vaut 70 000 pratiquement, j'arrondis, de plus. Bon, alors il y a peut-être une raison, il y a peut-être, je sais pas. Et là, donc, je me suis penché sur l'Arizona, puisque bon, c'est là où on vit, et on voit donc l'inflation des prix. C'est-à-dire que là, vous appuierez sur pause, hein, on a le prix médian, le volume, le prix moyen. Donc, le prix moyen, vous voyez, actuellement, c'est 331 000 dollars, une maison, 3 chambres, je vous rappelle, avec allée centrale, avec un parterre, voilà, d'herbe et tout, etc. Et donc, et là, bon, on peut voir comme quoi ça stagne un peu. Mais quand on voit ce qui s'est passé là, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et là, donc, c'est d'après une étude du Wall Street Journal, euh, révèle une statistique stupéfiante sur la flambée des prix. Bon. Et on s'aperçoit qu'une maison sur 5 est achetée par des gens qui ne vont pas y habiter. Et entre autres, achetée par des fonds de pension. Alors, il y a une concurrence hein, qui est quand même relativement énorme. Donc là-dedans, vous avez JP Morgan, BlackRock, et je vous en passe. Et pour acheter ces maisons. Alors, pourquoi? Ben, parce que demain, peut-être d'un point de vue stratégique, vous allez avoir donc des grands fonds comme KKR, Blackstone, en plus hein, de BlackRock, qui vont acquérir des maisons. Et l'immobilier a tellement monté que cette couche middle range au niveau de la population, la couche moyenne, ne va plus pouvoir acheter de maison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont devoir louer la maison. Et ça, en termes de business, c'est du récurrent, c'est du jackpot. Et donc, je ne dis pas comme quoi, voilà, ça va être... Mais en tous les cas, ce sont des données. Mais en plus, il y a ce journal, Wall Street Journal, qui en parle. Et on voit comme quoi ils sont tous en train d'organiser une spéculation là-dessus. Bon, et pas sur les grosses métropoles, mais sur des villes moyennes. Bon. Alors, où est-ce que nous en sommes le 3 octobre 2025? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Buffett Indicator. OK. Et on voit que, donc ça, c'est plus ou moins un écart type hein, par rapport à une valeur moyenne qui est ici un 56. Et on voit comme quoi on a dépassé allègrement, vous voyez, en 2025, un écart type et on est à 2,20. Donc, qui est une valeur de 20. Voilà. OK. Ce qui veut dire que si on regarde dans le temps passé, on voit comme quoi, là, pour la crise de 2020, on était sur la valeur médiane. Bon, pour ce qui concerne 2022, où il y a eu la récession, où il y a eu une baisse, un retracement des marchés financiers, on avait atteint quand même une valeur de plus de 2. Et là, on est à 2,20. Bon. Alors, je dis pas comme quoi c'est la fin du monde et tout. Peut-être on peut s'attendre à une belle fin d'année pour le dressage des bilans, etc., pour les gérants de fortune, pour les ci, les ça, etc. Bon, peut-être, mais c'est un peu excessif. Et si on regarde là, donc le GDP, hein, c'est le Gross Domestic Products, donc c'est le PIB, hein, c'est l'équivalent du PIB en France. Et vous avez l'écart ici entre la valeur totale, donc le GDP qui est ici en vert, hein, ici c'est la valeur du marché financier, vous vous rendez compte, 67 000 milliards de dollars. Et oui, c'est d'où le T, hein, vous avez un T. Donc, on s'aperçoit que le GDP, on ne peut pas dire comme quoi il monte aussi rapidement que la valorisation des marchés financiers. Il y a un lien quand même, hein, un petit peu. Hein, mais bon. Et puis, sur les biens financiers de la Fed, là, on voit comme quoi ça baisse. Alors, toute exagération amène toujours à une correction. Pour revenir un petit peu sur des choses un petit peu plus logiques, vous voyez. Bon,
Alors je dis pas comme quoi ça y est, la fête est finie, mais voilà, ce sont des petites choses qu'il faut retenir. Alors le Fear Grid, bon, bah là on est revenu en neutral, donc vous voyez, il y a une semaine on était en neutral, on s'est vu donc il y a un mois, hein, puisque ça fait 2 fois 15, voilà, donc c'est également neutral, bon, et puis il y a un an c'était Grid. Bon, on est toujours en neutral. Le VIX, alors là, le VIX, normalement l'ami, quand ça monte, l'ami des vendeurs de primes, mais là pour l'instant c'est pas forcément un bon ami, puisque vous voyez, on a intégré ici, on est en weekly, on est revenu intégrer ma zone, hein, donc 19, 16 ici, et on réintègre cette zone-là. Donc bon, bah voilà, bon, bah pour l'instant, il n'y a pas trop de peur. Bon, bah voilà. Donc on verra dans les jours prochains. Concernant la distribution donc des secteurs, alors sur 6 mois, le premier secteur c'est la technologie. Bon, deuxième, c'est communication services. Donc, on voit qu'on est pratiquement diamétralement opposés, hein, sur la roue sectorielle qu'on voit pendant la formation. On a les consommateurs cyclicales XLY, hein, qui, bah, effectivement, et après sur les cycles, hein, sur les cycles, donc la roue sectorielle sont les secteurs et qui devancent le cycle économique. Et donc, on a les biens et les services cycliques, on a les basic materials, tout ce qui est nécessaire pour les industries. Et là, on est quand même un peu dans le bon sens. Ce qui pourrait peut-être prédire comme quoi c'est quand même bien par rapport à ce qui se passe, cette distribution par rapport au secteur, et surtout sur 6 mois. Bon. Et puis le dernier, ben, vous voyez comme quoi qui est négatif, c'est les consommateurs défensifs. Secteur où tout le monde se réfugie en cas de peur et de doute. Donc, si vous voulez, il suffit de regarder le tableau. Donc, si ce secteur n'est pas vraiment le favori par rapport aux investisseurs, excusez-moi, j'ai été un petit peu vite, voilà, aux investisseurs, ça veut dire que bon, il n'y a pas beaucoup de peur. Et on le voit bien sur le VIX. Bon. Alors la distribution des put-call ratio, hein, sur les equities, eh ben là c'est pareil, on s'était vu il y a quelques temps. On voit que fin septembre, on était bas, on revient bas. Ici, on a 0,47. Donc la même chose. Il y a plus d'achats de call que d'achats de put, d'où le ratio put-call ratio. Voilà. Donc pour l'instant, et je vous rappelle que la valeur moyenne c'est aux alentours des 0,60, donc on est en dessous. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est voilà, tout va bien, hein, voilà. Les marchés sont extraordinaires et surtout les marchés sont bien plus forts que nous. Donc c'est pas la peine d'imaginer, il faut être factuel. On regarde. Vous avez vu comme quoi l'immobilier, voilà, il tient encore, mais parce que voilà, on a vu comme quoi les marchés étaient valorisés plus que nécessaire, mais ça continue de monter. Bon, c'est comme ça, donc il faut voir les choses telles qu'elles sont et pas imaginer. Voilà. Également, là, c'est un autre indicateur que je vous montre. C'est le pourcentage donc des stocks composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Pas 200 comme on a l'habitude, 50 jours. Bon. Même chose, on voit comme quoi les pourcentages les plus élevés sont de moins en moins plus élevés. OK. Par contre, on a une zone ici de support. Bon. Et on est donc encore positif puisqu'on est à 55,46, hein, avec une bougie ici en daily, donc clôture de vendredi 3 octobre. Bon. Cependant, on est en dessous de la moyenne mobile, hein, de cet indicateur de moyenne mobile 50 jours. Bon. Le Dow Jones industriel, regardez cette belle bougie. Vous voyez, on va se mettre comme ça, on verra mieux. Vous voyez, en clôture à 46 758, hein, j'enlève la virgule. Bon, même s'il y a des fois je dis qu'il faut être précis, allez, je la vire. Et on clôture quand même ici sur une bougie hebdomadaire la plus haute historique. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on regarde le Nasdaq 100, et même chose, hein, on clôture sur
un plus haut en hebdomadaire, un plus haut historique. Bon, et là on clôture, vous voyez, pour être précis, donc à 24 772, et j'enlève la virgule. Donc, pour l'instant, vous voyez, mon fil conducteur, là, 10 semaines, suit toujours, voilà, sert d'élément de direction. Bon. Si on regarde le Russell 2000, le Russell 2000, si vous voulez, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Voilà, on clôture en hebdomadaire sur un plus haut historique. Oui, puisque l'ancien, il était là, et puis, voilà, etc. Et puis, etc., etc. Voilà. Bon. Donc, vous avez les 4 indicateurs qui vous disent la même chose. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, concernant la semaine prochaine, donc il faudra quand même faire attention. Donc ce sera le vendredi, le 10, ok. Donc le lendemain du webinar donc de présentation de notre formation. Donc on aura donc les payrolls. Donc là et puis le taux de chômage. Donc voilà ici. Donc il faudra faire attention à ça. Donc au niveau des industries, je vous ai mis ici les industries donc sur 3 mois qui superforment. Bon, je vous rappelle que les industries sont adossées à un secteur d'activité. On a vu tout à l'heure les secteurs, donc sur 6 mois. De temps en temps, il faut être opportuniste et regarder sur 3 mois, parce que ce qui fait 3 mois risque potentiellement de faire du 6 mois. Donc sur 3 mois, vous voyez bien comme quoi on a encore le charbon, l'énergie, on a encore la communication. Alors au niveau des agences, donc ça c'est le plus surprenant. Ça veut dire que si cette industrie superforme sur 3 mois, ça veut dire alors soit c'est pour la fin d'année, ce qui m'étonnerait pas, mais en même temps ça veut dire que l'économie va pas si mal que ça, quoi, que les gens n'ont pas trop baissé leur consommation. Bon, etc., etc. Donc, je vous rappelle, il y en a 144. Et sur 3 mois, je vous rappelle, 144, regardez jusqu'où on va pour arriver à 0. Donc, grosso modo, on a 96 industries, donc sous-secteurs, qui sont positifs sur 3 mois par rapport à 144. Ça fait quand même un paquet supérieur, positif, par rapport à 144 sous-secteurs. Bon, alors est-ce que, en tous les cas, je dirais que c'est quand même positif. Donc vous irez voir là-dedans s'il y a des choses qui vous intéressent et tout, etc. Donc il suffit d'arrêter sur pause et puis vous voyez donc l'ordre chronologique, donc des sous-secteurs, et le sous-secteur, vous pouvez aller sur Finviz et puis aller voir donc ce qui s'y passe. Bon. Et également une petite chose aussi, donc ça c'est un screening que j'utilise, donc sur la valorisation des entreprises, voilà, parce qu'à un moment donné il faut bien utiliser un truc, donc ça c'est mon screening à moi. Bon, je vous fais participer, il y en a donc 61 actuellement. On va voir donc la performance sur 3 mois, pour les mêmes raisons que je vous ai dit juste avant. Et on voit que effectivement il y a des sociétés qui superforment sur 3 mois, et c'est pas voilà, il y a peut-être des opportunités. Alors toutes les chinoises, pour l'instant, quand vous démarrez, vous me les virez, ok. On y va quand on connaît un petit peu ce qu'on fait, mais là les chinoises, vous les virez. Je les ai pas virées parce que je les regarde quand même. C'est pas pour ça que je les traite, mais je les regarde. Et puis vous avez quand même là-dedans, bon, Annette. Bon, une belle société quand même. Alors ça nécessite, pour trader bien sûr les options, ça nécessite un peu de capital quand même. Ok. Donc etc., etc. Donc je voudrais quand même, pour finir cette vidéo que je souhaite pas trop longue, vous montrer un petit truc intéressant, c'est que effectivement il y a des sous-secteurs et des secteurs que je suis. Il y a des fois je vous montre mon screening, et c'est donc l'ETF IYT, qui est adossé sur le transport. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est aussi un élément qu'il faut suivre.
Le transport aux États-Unis est en relation directe avec le business. Et on voit ici, donc en bougie, ça c'est des bougies donc normales, en daily, hein. Ça c'est la Kenashi. Euh, et on voit comme quoi, vous voyez, on est dans un range et potentiellement on est dans une zone de squeeze. Bon, alors on ne va pas rentrer dans le sujet, on voit ça, José propose une formation là-dessus, mais on est en zone de squeeze et je vous partage ça. Ça peut être intéressant à trader. Parce que si jamais on pète cette zone, ce rectangle de congestion, ça peut être extrêmement intéressant. Donc à vous de valider avec vos indicateurs, etc., etc. À regarder, on peut le faire à regarder donc les options. Ok, par exemple vendre un put, même si le VIX il est faible, parce que je veux YT donc en portefeuille. Voilà, c'est tout. Mais je vous partage cette position que moi je suis franchement énormément. En plus, la Kenashi m'aide également, franchement, à me dire comme quoi il y a un truc à faire là-dessus. Vous voyez, on n'est pas avare, on partage quand même pas mal de choses. Et également aussi, autre chose que je souhaiterais partager avec vous, c'est dans l'uranium. Alors, il y a une très belle société, alors je ne vous demande pas de vous précipiter. Elle a un peu de capitalisation, donc alors déjà, premièrement, le coût du share est plus faible. Donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément des portefeuilles de 300 000, 500 000 dollars. OK. Il y a des gens qui ont des portefeuilles de 70 000, 50 000. OK. Donc là, ça s'adresse un petit peu à eux. Donc, vous avez une société qui s'appelle UUUU, 4U, OK. Energy Fuels, donc qui est dans l'uranium, qui a une capitalisation de l'ordre il me semble, 6 milliards. Bon, c'est pas une grosse, c'est pas une grosse, mais voilà, ça peut être intéressant. Si on se met, donc là, on a une bougie particulière. Bon, on clôture quand même la semaine à l'intérieur du body de la semaine précédente. Bon, je dis pas comme quoi, ça y est, c'est la boule de cristal qui me dit comme quoi ça va continuer à monter, mais en tous les cas, bon, on est peut-être simplement dans une zone de congestion, on est peut-être un peu loin de la 50D, mais bon, la tendance, elle est quand même là. Et si on regarde sur du moyen terme, donc si on regarde sur un mois, donc on va se mettre ici, voilà, tac. Alors, regardez bien. Vous voyez comme quoi on vient de loin quand même. Et pourquoi il y a eu ça? Eh ben ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas... Non, je rigole. En tous les cas, c'est Fukushima. C'est ce qui s'est passé au Japon sur la centrale nucléaire. Et après, le truc, il est bon. Plus personne voulait du nucléaire. Et puis maintenant, il y en a de plus en plus qui en redemandent. Donc vous voyez comme quoi on est en train de jouer avec un plus haut ici d'octobre 2011. Ok, on l'a pas encore dépassé ici. Mais le prochain plus haut ici, il est quand même à 77. J'arrondis. Bon. Et après, pour arrêter le truc, il faut quand même y aller, quoi. Donc, il y a peut-être une opportunité. Là aussi. Vous voyez, comme quoi, on vous donne quand même des bonnes idées. Concernant, alors, les opportunistes, on peut, alors bien sûr, le mois ici, il vient juste de commencer, donc la bougie, il ne faut pas me dire, ah bah oui, non, c'est bon, non, le mois, il vient juste de commencer, donc on va arrêter de se mettre des mauvaises images dans la tête. Mais il y a peut-être des opportunités, et je vous dirais comme quoi, pour les vendeurs de poutres, alors vendeurs, pour ceux qui veulent acquérir le stock, par exemple, je veux ce stock. Voilà, je le souhaite, je le veux en portefeuille. Bon, on peut effectivement vendre si on estime que le cours va peut-être tracer. On peut regarder, par exemple, parce que je veux me faire assigner. Que la chose soit bien comprise. Je veux me faire assigner. Donc, on peut regarder la chaîne de cotation de UU. On peut regarder, par exemple, sur l'échéance mensuelle. Je vous conseille toujours de commencer par les échéances mensuelles. Donc, du 21 donc, vous voyez, on est à 48 DTE. Donc, se mettre par exemple sur
Voilà, par exemple, sur un strike 14. Vous voyez, sur un strike 14, le strike 14, parce que je le veux. Donc, si on continue la pente, donc la pente de la moyenne mobile 50D, donc 14, c'est une zone qui a été travaillée, donc peut-être que le cours risque de revenir sur 14 dollars et me faire assigner à 14 dollars pour avoir un PRU à 14 dollars, ça me convient très bien, ça me convient très bien. Donc, je reviens ici donc sur l'échéance donc du 21 novembre, donc strike 14. On regarde bien sûr, ça vous l'apprenez. Il faut regarder toujours les bonnes valeurs. Bon, si je prends par exemple un contrat, je dirais comme quoi c'est pas moi qui vais faire décaler le marché. Donc si je prends un contrat, ça va me permettre par exemple d'encaisser, ici le dernier prix c'était 125 dollars. Voilà. Bon, 125 dollars pour acheter à 14 le 21 novembre, ça me va. Voilà, tout simplement. OK? Alors, je voudrais également partager. Ah oui, on est généreux, oui. Alors, c'est un ETF qui est, je dirais, important. Alors, qui n'est pas si cher que ça. À consommer, bien entendu, avec modération. C'est des TCR qui est adossé tout ce qui est donc central et pour l'intelligence artificielle. Donc ça comprend, vous voyez, toutes ces sociétés, parce que c'est l'art et la manière d'un ETF, c'est que c'est adossé sur différentes sociétés. Vous avez AMT, Dollar Reality, voilà, Digital Reality, excusez-moi, DLR, etc., etc., VNet. Bon, donc c'est un panier d'entreprises. Et si on regarde ici des TCR, on va regarder là-dessus, voilà, DTCR, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Vous voyez, on est en bougie en weekly. Regardez, on finit sur des plus hauts. Donc déjà, bon, il est de date de 2020, cet ETF. Bon, il est en pleine expansion. La thématique de l'intelligence artificielle, ouais, bon, si vous voulez, c'est une thématique. Voilà, je dis pas comme quoi c'est bien, c'est pas bien, mais tout le monde en parle, c'est une thématique, tout le monde va l'utiliser, il y a des métiers qui vont disparaître car remplacés par l'intelligence artificielle. On a beau me dire, oui, mais bon, c'est... Ouais, 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 ouais. C'est comme ceux qui me disaient, oh, il y a 20 ans, bon, un petit peu moins, qui me disaient, oh, Amazon, ouais, bon, ouais, tu te rends compte, ils perdent du fric, ça va, je sais pas, Amazon, vous voyez, c'est un peu quand même une VDA, c'est voilà, bon, c'est une bonne thématique. Et donc, effectivement, bon, on est quand même sur des prix, vous voyez, raisonnables en termes d'ETF. Ok, et puis je vous rappelle que l'ETF, pour celui qui est en Europe, ne peut pas y accéder, mais par contre, l'option, on peut accéder aux ETF américains. Voilà, c'est tout. Alors, bien entendu, on fera attention au RSI. Bon, le MACD, il est pas trop mal. Bon, voilà. Bon, alors, je vous rappelle, nous ne sommes pas des conseillers, nous ne sommes pas, voilà, on vous donne des idées, etc., etc. Ok, nous ne sommes pas conseillers en investissement financier. Voilà, que les choses soient sûres. Ok, et donc des TCR, on peut trouver des options, etc., etc. Voilà. Bon, en tous les cas, c'était une autre idée de la semaine. Et puis, je vais vous souhaiter, en tous les cas, une très bonne semaine de trading. Et on vous donne rendez-vous jeudi 9 à 21h. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.